Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, troisième et dernière heure de cours de notre chapitre d'enseignement moral et civique, République et démocratie. Dans les deux premières heures de cours, nous avons eu le temps de poser les bases du chapitre, à savoir réfléchir sur ce qu'est la démocratie. Nous avions vu qu'une démocratie était un état dans lequel les droits étaient garantis pour les citoyens, et ça passait notamment par des élections libres, régulières, pluralistes. On a parlé de l'élection présidentielle, des députés, du maire et des différents types de conseillers. On a aussi parlé des libertés et des droits dont dispose chacun des citoyens en France. Cette démocratie, elle est à la fois représentative, nous élisons de manière régulière des représentants, mais elle est aussi participative, puisque lorsque c'est nécessaire, le président de la République peut demander son avis au peuple à travers un référendum. Nous avons aussi vu comment étaient organisées les institutions du pays avec ce schéma, les électeurs à la base qui élisent un président de la République ainsi que des députés. Le président nomme le gouvernement et l'Assemblée nationale réfléchit avec le Sénat, débat et vote les lois. Avec, ici en haut à droite, un organe de contrôle, le Conseil constitutionnel, qui s'assure que les lois sont bien conformes à la Constitution. Nous avons fait la distinction entre le pouvoir exécutif, celui qui conduit la politique, qui exécute les lois, et le pouvoir législatif, celui qui débat et qui vote. Nous en étions arrivés à la conclusion suivante, les pouvoirs sont séparés en France, une seule personne ne peut pas décider toute seule, autrement dit, la France est bien un État démocratique. Et aujourd'hui, nous devons voir l'importance des médias dans une démocratie. On a défini médias comme l'ensemble des moyens de communication d'information, que ce soit des journaux nationaux ou locaux, des radios, des télévisions ou des sites internet. Vous deviez, pour débuter cette heure de cours, relever le nom de différents médias qui étaient listés ici, et trouver la différence qui existait entre un média et un réseau social de type Twitter ou Instagram. Je vous propose donc quelques éléments de réponse, vous choisissez à chaque fois un ou plusieurs éléments. Journal national, les principaux sont Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix et l'Humanité. Les journaux locaux, vous connaissez l'Indépendant dans les Pyrénées-Orientales et le journal Le Parisien dans la région parisienne. Les radios d'information, France Info, France Inter, France Bleu, ces trois-là sont des radios publiques, c'est-à-dire qu'elles sont payées par les impôts. Et deux radios d'information privées, Europe 1 et RTL, qui, elles, ne sont pas payées par l'État français. Télévision d'information, France 24, France Info, et puis les deux que vous connaissez certainement le plus, BFM TV et CNews, même si ce ne sont pas les deux qui sont les plus, qui ont une opinion la plus modérée possible. Enfin, dernier élément, les sites internet d'information, eh bien tous les journaux que vous avez ici, plus les différentes radios, elles disposent toutes et tous d'un site internet d'information, donc vous reprenez l'un des exemples ci-dessus. Et puis la deuxième question était importante, c'était celle de la distinction qui existe, la différence entre un site internet d'information, une information, et un réseau social. Finalement, la différence entre les deux, c'est celle-ci. Dans un média, l'information est faite par des journalistes. Dans tous les journaux qui sont listés ici, dans toutes les radios ainsi que les télévisions d'information, vous trouvez des journalistes qui doivent respecter des règles précises quand il s'agit de construire l'information. Alors que sur un réseau social, vous le savez bien, n'importe qui peut publier n'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou fausse. Ça va être l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Et donc justement, maintenant réfléchissons à l'importance des médias dans une démocratie. Vous avez un document 1, Médias et démocratie, que vous allez lire, et vous relèverez dans ce document 3 conditions essentielles pour qu'on puisse avoir une information de qualité. Lisez le document et soulignez les 3 conditions essentielles. Faites pause. Ces 3 conditions essentielles, vous aviez ici. Il faut que l'information soit vraie, qu'elle soit exacte. Il faut que les sources soient vérifiées, autrement dit, on ne peut pas demander à n'importe qui dans la rue une information, il faut que le journaliste enquête, qu'il vérifie ses sources, et enfin, troisième et dernier élément, il faut que les informations respectent la vie privée des personnes. On ne doit pas livrer, comme ça, dans les journaux, dans les médias, des informations personnelles sans l'accord des différentes personnes, sauf si ces informations ont un intérêt pour l'ensemble de la société. Souligner ces 3 conditions. Le respect de la vie privée est important, et d'ailleurs dans ce respect de la vie privée, il y a aussi souvent le droit de réponse. Si quelqu'un est mis en cause par un journal, est accusé de quelque chose, il doit avoir le droit de donner son propre avis, sa propre opinion sur les faits que le journal lui reproche.
Il a ce qu'on appelle un droit de réponse. On va maintenant pouvoir passer au deuxième document qui nous parle du pluralisme des médias. Autrement dit, du fait que les différents médias apportent des informations qui parfois sont différentes. Vous allez lire et vous allez essayer de relever dans le document, ou de souligner comme vous le voulez, ce qu'apporte la diversité des médias. Autrement dit, le fait qu'on ait un journal Le Monde, Libération, Le Figaro, L'Indépendant, Le Parisien, qui ne pensent pas de la même manière. Lisez le texte et soulignez ce qu'apporte la diversité des médias. Vous l'avez lu, peut-être avez-vous relevé que Axel Kahn, donc qui à l'origine est un médecin, un généticien, explique que pour lui, quand il y a différents types de médias, différentes informations, les citoyens seront alors susceptibles d'exprimer leur choix éclairé. Autrement dit, et c'est la réponse à la question 5, il est essentiel de disposer de différentes opinions parce que ça permet de réfléchir par soi-même. Vous l'exprimez comme vous le souhaitez dans votre cahier, sur votre dossier, mais l'idée est bien que, en ayant différentes sources d'informations, les citoyens doivent pouvoir se faire leur propre avis, et ne pas bêtement écouter ce qui leur est dit, soit au journal télévisé, soit au journal de la radio, ou sur Internet dans les différents sites d'information. Le but est d'avoir plusieurs opinions contradictoires. Axel Kahn nous parle d'opinions et de propositions variées, et à la fin, ça va être à vous de vous faire votre propre opinion. Pour comprendre ça, je vous ai pris un élément d'actualité, et on va voir comment il a été traité dans 4 journaux différents. C'est ce qui s'est déroulé au mois de mars et avril, quand la question s'est posée, est-ce que les médecins à l'hôpital, est-ce que les infirmiers doivent, en raison de la crise sanitaire qu'on a connue, gagner un peu mieux leur vie, avoir des hausses de salaire. Chacun des journaux que vous avez à l'écran, Libération, L'Humanité, Le Monde et Le Figaro, chacun a présenté son opinion. Pour L'Humanité, qui est le plus à gauche, le plus du côté des travailleurs, santé, le deuxième volet du Ségur ne convainc pas. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas assez d'investissement dans la santé. Et donc dans l'article, la journaliste Marie Toulgoat défend son opinion et explique qu'il faudrait mettre plus d'argent dans les hôpitaux et dans les salaires des soignants. Première opinion. Deuxième opinion, un peu moins extrême, journal Libération, pour apaiser un hôpital poudrière, Véran signe un chèque aux soignants. Ils expliquent dans l'article, que je n'ai pas retranscrit en entier, que la journaliste explique que oui, il y a des hausses de salaire qui sont prévues, peut-être que ça n'est pas assez, et en tout cas, la journaliste explique que le ministre l'a fait pour éviter la grogne de manière trop importante. Donc deuxième opinion, un petit peu différente de celle du journal précédent. Troisième exemple, journal Le Monde. Ségur de la santé, revalorisation de carrière pour les soignants médicaux. Là, un journal qui a une opinion plutôt positive de ce qui a été décidé, puisqu'il est expliqué dans l'article de Camille Stromboni que, globalement, les infirmiers, les médecins à l'hôpital vont mieux gagner leur vie, donc eux présentent les choses comme étant de manière plutôt positive. Quatrième et dernier journal, Le Figaro, Ségur de la santé, 8 milliards de plus pour les hôpitaux. Eux, dans ce journal, et notamment la journaliste Marie-Cécile Renaud, explique que c'est un pas en avant important et qu'il y a de nombreuses dépenses qui sont faites pour les hospitaliers. Ce que je veux que vous compreniez à travers cet exemple, ça n'est pas de retenir ce que chacun des journaux a exprimé. C'est de comprendre que, dans un pays démocratique, les journaux, les journalistes, doivent pouvoir exprimer des opinions qui sont différentes. De celui qui pense que le gouvernement n'en fait pas du tout assez, c'est l'Humanité, à celui qui pense que c'est plutôt pas mal, le journal Le Monde, et à un troisième qui nous explique que en fait, ça va coûter extrêmement cher et donc que ça n'est pas forcément la décision la meilleure à prendre pour le moment. Le rôle des citoyens, c'est de s'informer, de prendre différentes sources d'informations, et une fois qu'il a confronté ces différents éléments, il doit être capable de réfléchir par lui-même. Vous avez le droit de penser comme l'Humanité, comme Le Monde, comme Le Figaro ou comme Libération, mais il faut prendre le temps de s'informer, et pour qu'un État soit démocratique, je le répète, il faut que les opinions des journalistes soient différentes. Bien, un des derniers éléments de notre cours, on a un document qui va parler de sondage. Pour l'instant, on n'écrit pas la définition, on la mettra un peu plus tard. Un sondage, c'est une enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question. Autrement dit, on va poser une question à un certain nombre de Français dans la rue,
un échantillon qui est représentatif. On va prendre des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des travailleurs, des chômeurs, des étudiants, une variété de populations. Et on va essayer de savoir ce que pense la population en leur posant une question. Vous allez avoir un document qui va vous permettre de compléter un tableau. Ce tableau doit vous permettre de relever l'intérêt des sondages, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de positif, mais aussi deux critiques qui sont faites au sondage. Vous allez donc prendre un petit peu de temps pour lire ce document 3, pour ou contre les sondages d'opinion, et vous essayez ensuite de relever deux intérêts des sondages et deux critiques qui leur sont faites. Lisez le document, faites pause et complétez votre tableau. Alors, allons-y pour la correction. Donc, 2 arguments pour, 2 arguments contre. Ce qu'on dit dans le premier paragraphe, c'est que les sondages permettent de prendre le pouls de l'opinion, autrement dit de savoir ce que les gens pensent. Et donc, on nous dit que ça peut renforcer la démocratie, puisque les hommes politiques peuvent demander, à travers les sondages, l'avis de la population. Donc les deux intérêts, prendre le pouls de l'opinion, savoir ce que les gens pensent, et donc renforcer la démocratie. A l'inverse, pour les détracteurs, autrement dit, deux choses qui sont plutôt des critiques vis-à-vis des sondages. On nous dit que ça servirait à manipuler les individus. C'est vrai qu'en fonction de la question qu'on pose, on peut avoir des réponses qui sont complètement différentes sur un même sujet. Et puis surtout, on nous dit aussi que les sondages peuvent, manipuler les questions importantes. Si vous passez 4 ans à poser des questions aux gens sur les problèmes de sécurité, vous n'allez pas avoir la même opinion que si vous posez des questions sur l'environnement ou sur la solidarité. Autrement dit, dans les critiques, on peut penser que les sondages manipulent une partie de la population et qu'en plus ils influencent les votes en avantageant certains des sujets de société. Notez ces 4 éléments, complétez-le et faites pause. En fait, je ne pense pas qu'il faille tomber soit dans les critiques, soit dans l'intérêt. La vérité, elle est un peu au milieu des deux, c'est-à-dire que les sondages ont un intérêt, puisque ça permet quand même, de manière assez régulière, de savoir ce que la population pense, mais d'un autre côté, comme certains sujets sont toujours mis en avant, on peut penser que ça influence en grande partie les votes. Toujours de la même manière, en EMC, essayez d'avoir une position un peu modérée quand on vous demande votre avis, notamment le jour du brevet. Je vous rappelle quand même qu'on ne vous note pas par rapport à votre avis, mais à la manière dont vous défendez vos arguments. Les sondages ont quand même pas un bienfait, mais en tout cas quelque chose à porter à leur crédit. J'ai pris un exemple des sondages de la dernière élection présidentielle, de mai 2017. Là, vous avez les sondages d'avant deuxième tour, quelques jours avant, 2 jours avant le deuxième tour. Tous les sondages voyaient Emmanuel Macron gagnant avec entre 61,5 et 63% des voix. Au final, il a obtenu 66. Il y a une petite erreur, 3 points, c'est pas rien, mais quand même les sondages avaient vu le vainqueur, et c'est le cas depuis de nombreuses années, à une exception près. Au premier tour, les sondages donnaient entre 23 et 24,5% des voix à Emmanuel Macron, il en a obtenu 24. Il pensait que Marine Le Pen obtiendrait entre 21,5 et 23%, elle a obtenu 21,3%. Si vous prenez le temps de regarder, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce que les sondages avaient demandé à la population française et ce qui s'est réellement passé. Mais là encore, vous aurez des personnes qui vous diront « Oui, c'est normal qu'il obtienne 24% et elle 21%, puisque les sondages avaient annoncé. » Et donc, on peut aussi penser qu'ils influencent en partie les votes des citoyens. Voilà pour cette activité, on passe au complément de cours à la suite. Finalement, les médias, ça sert à communiquer des idées, notamment des idées politiques, et de faire naître ce qu'on appelle une opinion publique. C'est une notion que vous aviez vue en 4e. L'opinion publique, c'est la manière de penser majoritaire dans la population d'un pays. Ce que pensent globalement les gens, la population d'un pays. Notez-le en rouge et faites pause. Ce qu'on a dit, c'est que les médias devaient proposer des points de vue différents, comme ça chacun doit pouvoir se forger sa propre opinion, réfléchir par lui-même. Mais parfois, l'opinion publique peut être influencée par les sondages, et là on note la définition. Un sondage, c'est une enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question. Notez-le, complétez-le, et faites pause. Nous arrivons donc à la conclusion de notre chapitre, qui est déjà rédigé sur votre dossier, dans votre fichier. On a réfléchi à la République et à la démocratie. Les points importants pour qu'il y ait République et démocratie. Des droits garantis aux citoyens. La participation des citoyens, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Le peuple qui choisit, qui prend des décisions, ou alors
qui élit des représentants, des pouvoirs qui doivent être séparés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ceux qui exécutent la loi, qui la font exécuter, ceux qui la votent et ceux qui peuvent prendre des sanctions si la loi n'est pas respectée, et enfin, dernier élément très important, des médias libres qui permettent aux citoyens de réfléchir par eux-mêmes, donc de se forger une opinion. J'espère que ce chapitre a été bien compris. Dans tous les cas, nous le reprendrons, comme je vous l'avais annoncé, durant une heure de cours en classe aux alentours du 15 juin. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.